Prenez le meilleur sprinter du monde, celui qui est capable de courir le 100 mètres plus vite que n'importe qui sur la planète, et jetez-le dans une piscine pour un 200 mètres papillon. Il va couler, ou en tout cas il va finir loin derrière des nageurs dont personne n'a entendu parler. Être exceptionnel dans une discipline physique, ça ne dit rien du reste. Le corps fonctionne par spécialité, et ça nous paraît tellement normal qu'on n'y pense même plus. Sauf que si on passe du corps à l'esprit, la règle s'inverse. Quelqu'un qui est très fort en mathématiques a toutes les chances d'avoir aussi un bon vocabulaire, une bonne mémoire de travail et même une meilleure oreille pour distinguer de son proche. Des capacités qui n'ont rien à voir en apparence semblent fonctionner ensemble, et ce truc-là, c'est une des observations les plus étranges mais aussi les plus stables de toute la psychologie. Ce phénomène porte un nom, c'est le facteur G, pour intelligence générale. Depuis plus d'un siècle, chaque génération de chercheurs revient avec la même accusation. Ils disent que le facteur G n'existe pas vraiment et qu'il est un sous-produit de la façon dont on a construit les tests. L'idée est séduisante et elle revient sans arrêt. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de démontrer que le G n'est qu'une illusion de calcul, on finit par buter sur des corrélats biologiques, de la génétique, de l'ADN. Tout ça, ça résiste à l'explication par le seul artefact. Les tests de QI dans tout ça, c'est la mesure du facteur G. Un bon test de QI mesure principalement le facteur G, et le score total, le Full Scale IQ, est un très bon proxy de ce facteur G. Mais il faut quand même dire qu'il ne le mesure pas parfaitement. Le G n'est pas une chose que l'on mesure directement comme on mesurerait la taille ou le poids. C'est un facteur latent qui est extrait statistiquement par analyse factorielle, à partir de la corrélation entre de nombreuses tâches cognitives très différentes. Aujourd'hui, on va se demander si ce G mesure quelque chose de réel dans le cerveau. Pour y répondre de la meilleure des manières, il faut d'abord comprendre d'où vient ce facteur, comment on le calcule et pourquoi le simple fait de changer une option dans un logiciel suffit parfois à le faire passer au second plan. Comprendre G, c'est comprendre la validité des tests de QI. Il mesure bel et bien le cœur de notre intelligence, qu'on appelle intelligence générale. Tout commence en 1904, avec un chercheur qui s'appelle Charles Perman. Il fait un truc qui paraît banal aujourd'hui en étudiant les notes d'écoliers dans des matières différentes. Il regarde le français, les maths, l'histoire, et même des choses sensorielles comme la capacité à distinguer des sons, et il remarque une certaine forme de régularité. Ce qui se passe, c'est que les notes évoluent en bloc. L'élève qui est au-dessus de la moyenne en français a beaucoup plus de chances d'être au-dessus de la moyenne partout ailleurs. Ça paraît anodin dit comme ça, mais à l'époque c'était une bombe. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cloison étanche entre nos capacités mentales. Si une personne est bonne à un test, elle a tendance à être un peu meilleure que la moyenne à tous les autres, même quand les tests n'ont aucun rapport entre eux. La mémoire des chiffres et la capacité à faire tourner un objet dans sa tête, ça n'a rien à voir, et pourtant les deux montent ensemble. Cette corrélation positive entre absolument toutes les tâches cognitives, on l'appelle le positive manifold, la matrice des corrélations positives. Alors si vous comprenez le positive manifold, vous avez tout compris de la suite, parce que tout part de là. Ce qui est redoutable avec ce phénomène, c'est qu'il ne bouge pas. Qu'on administre ces tests dans les années 20 ou en 2026, que ce soit au Japon, en France ou au Brésil, et dès qu'une tâche demande le moindre effort mental, les performances se mettent à corréler dans le même sens. Les corrélations entre tâches tournent grosso modo entre 0,1 et 0,7 selon les pairs. Elles ne sont jamais négatives. Dans le reste de la psychologie, la plupart des résultats sont fragiles et difficiles à répliquer. Trouver un phénomène aussi têtu, c'est rarissime. On peut dire sans se tromper que c'est le fait le plus solide de toute la discipline. Pour citer Arthur Jensen, le chercheur le plus connu dans le domaine de la psychométrie c'est l'étude du facteur G. Le facteur général G est sans doute le résultat le plus reproductible et le plus robuste de toute la psychologie. Et du coup, comment on arrive à extraire ce G? C'est grâce à l'analyse factorielle. C'est un outil statistique qu'on peut résumer grossièrement. On lui donne les résultats d'une batterie de tests, disons 20 sous-tests passés par des milliers de personnes. L'outil regarde comment tout ça est corrélé et il cherche des facteurs cachés en dessous, les quelques dimensions fondamentales qui expliquent pourquoi les scores évoluent ensemble. Au lieu de jongler avec 20 mesures, on se retrouve avec 2 ou 3 grandes sources de variation. Sauf que là, ça nous dit pas tout. La première solution que sort l'ordinateur est mathématiquement parfaite. Elle explique le maximum de variations possibles, mais elle est souvent incompréhensible pour un humain. Les facteurs qu'elle propose ne correspondent à rien qu'on puisse nommer, à aucune capacité concrète. On a les bons chiffres, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Pour visualiser le problème, prenez les distances exactes entre toutes les grandes villes d'Europe, donc Berlin-Paris, Rome-Madrid, et donnez-les à un ordinateur en lui demandant de dessiner une carte. Il peut produire une carte où toutes les distances relatives sont justes. La structure est nickel, mais il n'a aucune raison de mettre le nord en haut. Il pourrait très bien vous sortir une carte avec le Portugal en haut à droite et la Pologne en bas à gauche.
Mathématiquement, c'est correct. Pour un œil humain, c'est illisible. Pour que ça ait du sens, il faut donc faire pivoter la carte jusqu'à ce que le nord revienne en haut. Cette opération de pivot en analyse factorielle, c'est ce qu'on appelle la rotation. Et le point capital, c'est qu'elle ne change pas les données d'un millimètre. Les distances entre les villes restent identiques. Les corrélations entre les tests ne bougent pas. En faisant ça, on change uniquement notre point de vue, le système de coordonnées qu'on pose dessus pour que les regroupements deviennent lisibles. On ne touche pas à la réalité, on choisit l'angle sous lequel on la regarde. Ce choix de rotation, c'est ce qui a brouillé la lecture du facteur G pendant bien longtemps. Parce que selon la façon dont on tourne la carte, le G peut apparaître comme un facteur bien visible ou se fondre dans le décor au point qu'on ne le voit plus jamais. Ou simplement qu'il n'apparaisse plus comme le facteur primaire. À l'époque, le grand rival de Spearman s'appelait Louis Sternstone. Lui, il ne croyait pas à une intelligence générale. Il pensait qu'il existait plusieurs aptitudes mentales primaires, indépendantes les unes des autres, un peu comme des compartiments séparés. Et pour le démontrer, il lui fallait une règle de rotation, une règle précise pour orienter sa carte. Il l'a appelée la structure simple, et l'idée est élégante. On fait pivoter les axes jusqu'à ce que chaque test soit fortement lié à un seul facteur et le moins possible aux autres. Le but, c'est d'obtenir des facteurs purs et bien tranchés. Si après une rotation, tous vos tests de vocabulaire s'allument sur un facteur 1 et restent éteints sur tous les autres, vous pouvez avec confiance dire que le facteur 1, c'est la capacité verbale. Vous obtenez des étiquettes propres, le verbal d'un côté, le spatial de l'autre et la mémoire ailleurs. Le souci, c'est que cette approche laissait une grosse part de subjectivité. On pouvait tenter de tourner la carte jusqu'à ce qu'elle confirme sa propre théorie. Alors les chercheurs ont voulu mettre en place une méthode objective, automatique et mathématique, capable d'atteindre cette structure simple, toute seule, sans que l'expérimentateur ait son mot à dire. Et la solution qui a tout balayé, celle qui est devenue le réglage par défaut dans tous les logiciels statistiques, c'est la rotation Varimax, développée par Henry Kaiser dans les années 50. Varimax fonctionne avec deux règles, et la première est de loin la plus lourde de conséquences. C'est la rotation orthogonale. Ça veut dire que la méthode force les axes de la carte à toujours rester perpendiculaires, à 90 degrés les uns des autres. Et ça change tout. Si les axes restent à angle droit, les facteurs qu'ils représentent sont forcément, par construction, non corrélés. Ils sont indépendants. La méthode pose donc dès le départ, avant même de regarder les données, que les capacités qu'elle va trouver, le verbal, le spatial par exemple, n'ont aucun lien entre elles. C'est un postulat caché comme une contrainte programmée dans l'algorithme. La deuxième règle pousse le résultat encore plus loin. Imaginez chaque test comme une petite ampoule et un facteur comme un variateur de lumière. Au départ, c'est le flou. Toutes les ampoules sont un peu allumées par tous les variateurs. L'éclairage est donc diffus. Varimax tourne les boutons jusqu'à ce que chaque ampoule soit allumée par un seul variateur et complètement éteinte par tous les autres. Il polarise tout. Il force les scores à se ranger soit très haut, soit très bas. Le résultat est propre, il permet d'avoir des facteurs bien distincts et faciles à nommer. Et c'est là que ça coince, parce que ce postulat de départ, qui est l'indépendance des facteurs, ça ne colle pas du tout au fait le plus solide qu'on connaisse sur la cognition. Dans la vraie vie, tous les tests sont corrélés positivement. C'est le positive manifold qu'on a déjà vu tout à l'heure. Les données disent que tout est lié, et on applique un outil qui cherche à ranger ce lien dans des cases séparées. Ce n'est pas qu'il triche, c'est qu'on lui demande de regarder une structure qui est connectée avec des lunettes faites pour une structure indépendante. Alors, où passe le facteur G dans cette histoire ? Il ne disparaît pas de la réalité, les corrélations entre tests sont toujours là, elles restent intactes. Ce qui change, c'est qu'il n'apparaît plus comme un facteur séparé dans cette solution-là. Sa variation se redistribue à l'intérieur des facteurs de groupe, un peu dans le verbal, un peu dans le spatial et un peu dans la mémoire. C'est comme prendre un gâteau et en répartir un morceau dans chaque assiette de repas. Le gâteau n'a pas disparu, mais on le voit plus comme un plat à part. Le G est toujours présent dans les données, simplement la rotation qu'on a choisie ne le montre pas comme une entité distincte. Varimax n'efface pas G, et il n'a jamais été conçu pour ça. C'est un outil qui force les facteurs à rester non corrélés. Et ce choix n'est pas adapté quand on veut mettre en évidence une structure où tout est lié. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs ont utilisé des rotations orthogonales en retrouvant quand même des facteurs de groupe corrélés une fois qu'on regarde au même niveau. Si le modèle hiérarchique avec un facteur général s'est imposé, c'est parce qu'il colle le mieux aux données. Le vrai enseignement, c'est le plus modeste et le plus utile à retenir. Un réglage de logiciel, ce n'est jamais neutre. Il embarque une hypothèse sur ce qu'on attend à trouver. Et un outil qui suppose l'indépendance n'est pas le bon pour relever une intelligence où tout communique. On vient de voir que la Varimax, c'est un mauvais réglage. Mais du coup, c'est quoi l'alternative ? Tout simplement une méthode qui n'oblige pas les facteurs à être indépendants. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rotation oblique. Oblique, ça veut dire que les axes ne sont plus forcés à rester à 90 degrés.
On les laisse pivoter librement. Et quand les axes ne sont plus perpendiculaires, les facteurs qu'ils représentent ont le droit d'être corrélés entre eux. C'est une approche plus humble, elle ne plaque pas une structure décidée d'avance sur les données, elle suit ce que les données racontent. En faisant ça, on laisse le facteur verbal et le facteur spatial être liés, parce qu'en vrai, ils le sont. Cette corrélation entre les facteurs de premier niveau, c'est pas un défaut à corriger, c'est le signal qu'on cherchait. Si le verbal et le spatial sont corrélés, c'est qu'ils ont quelque chose en commun, une source de variation partagée. Du coup, on peut prendre ces corrélations entre les facteurs et refaire une analyse factorielle dessus, une analyse de second niveau. On analyse la matrice de corrélation des facteurs eux-mêmes et le facteur unique qui émerge de cette seconde analyse, celui qui explique pourquoi toutes les aptitudes restent liées entre elles, c'est lui, c'est le facteur G. On obtient une pyramide, un modèle qu'on dit hiérarchique. Et ça, c'est le modèle qui fait le plus consensus aujourd'hui. Tout en bas, il y a les tests individuels. Au-dessus, les grands facteurs de groupe, verbal, spatial, mémoire, qui sont corrélés entre eux. Et au sommet, un seul facteur général qui résume ce que tous les étages en dessous ont en commun. C'est ce modèle qui rend le mieux compte de ce qu'on observe. Attention, ce modèle ne dit pas que tout se résume à G et que les aptitudes spécifiques n'existent pas. Il dit les deux à la fois. Il y a bien des domaines de compétences plus spécifiques, comme le voulait Thornstone, mais ils sont tous irrigués par une capacité générale, comme le voulait Sperman. Et la rotation oblique, c'est ce qui permet à ce modèle d'émerger. Bon, admettons que le facteur soit là. Qu'est-ce qu'il mesure concrètement? Parce qu'une tâche peut être très dure sans solliciter le facteur G. Et ça, c'est un des points les plus contre-intuitifs de toute la question. Prenez un exercice où vous devez retenir une suite de chiffres qu'on vous récite. À un rythme normal, c'est facile. Maintenant, on accélère, on vous balance les chiffres à un rythme insoutenable, genre 5 par seconde. La tâche devient atroce. Votre cerveau surchauffe et vous ratez. Intuitivement, on se dit que ça doit solliciter l'intelligence à fond, puisque c'est si difficile. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Plus on accélère, plus la corrélation de la tâche avec le facteur G s'effondre. En fait, l'intelligence générale ne carbure pas à la vitesse ni à l'effort. Elle carbure à la manipulation mentale. Quand tout va trop vite, votre mémoire de travail est saturée. Vous n'avez plus le temps d'utiliser des stratégies, de grouper les chiffres et de créer des associations. Votre cerveau panique et se rabat sur des processus archaïques. L'apprentissage par cœur primaire, l'essai-erreur. Ces processus-là ne mobilisent quasiment pas l'architecture qui fait G. La tâche devient plus dure, mais aussi moins intelligente en même temps. Vous savez quoi? On va faire un test de votre facteur G. Je vous affiche à l'écran une liste de 6 chiffres. Je la laisse ici pendant, 5 secondes. C'est bon, vous avez pu la retenir? Très bien. Je l'enlève. Maintenant, tentez de la réciter. On est d'accord, c'est super facile. Vous avez tous réussi, enfin j'espère. Maintenant, faites la même récitation, mais à l'envers. Ah, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Cette tâche exige bien plus qu'une simple mémorisation. Contrairement à la répétition à l'endroit, qui peut s'appuyer sur la reproduction relativement passive de l'information, la version inversée oblige le sujet à maintenir la séquence de mémoire tout en la transformant activement. Il doit la renverser mentalement. Ça implique de la manipulation et donc une charge importante sur le contrôle attentionnel et les fonctions exécutives. Et aussi, ça empêche le recours à des stratégies automatiques ou à de la simple répétition phonologique. Pourtant, ça reste une tâche facile, mais ce qui compte, ce n'est pas la difficulté, c'est la complexité. James Flynn avait une formule pour expliquer ça. Pour lui, c'est comme faire un soufflé. Le soufflé est beaucoup plus chargé en facteur G que de préparer des œufs brouillés. C'est pas parce qu'il demande plus de force, mais parce qu'il faut anticiper la réaction thermique, chronométrer plusieurs actions en parallèle et gérer des variables abstraites en même temps. Les œufs brouillés, on remue et c'est fini. Le soufflé, ça exige de l'intégration et de la prédiction. C'est la différence entre devoir remplir 500 formulaires à la journée, c'est une tâche qui est épuisante mais peu complexe, et concevoir de zéro le système qui automatise ces 500 formulaires. La première demande de la résistance, la seconde demande de manipuler des concepts invisibles. Le facteur G, c'est ce qui se réveille dans le deuxième cas. Il mesure la capacité à réduire la complexité et à comprendre des règles nouvelles, à déduire des conséquences cachées. Plus une tâche force le cerveau à jongler avec de l'abstraction, plus elle est saturée en G. Maintenant, faut être direct sur un point. Mesurer le facteur G sans le polluer par autre chose, c'est un cauchemar méthodologique. Et les chercheurs eux-mêmes se sont étriés là-dessus. Et ils s'étrient encore là-dessus d'ailleurs. Dans les années 90, Arthur Jensen a tenté un coup de force avec ce qu'il a appelé la méthode des vecteurs corrélés. L'objectif était ambitieux, extraire l'essence pure du facteur G. Sa méthode permet de le débarrasser de tout ce qui appartient à un test particulier, pour obtenir une mesure de l'abstraction la plus propre possible.
L'idée séduisait parce qu'elle promettait un facteur G purifié, isolé de toute contamination culturelle ou spatiale. Sauf que d'autres chercheurs ont essayé de casser sa méthode, et ça a bien fonctionné. Le plus marquant, c'est Wishart. Il a pris la formule de Jensen et il l'a poussée dans ses retranchements. Et ce qu'il a trouvé est une leçon de rigueur. La méthode était tellement sensible à la composition exacte de la batterie de test qu'elle en devenait instable. Ajouter ou retirer une seule épreuve et l'essence pure de G changeait du tout au tout. Pire, Wishart a appliqué l'équation de Jensen à de simples questionnaires de personnalité qui n'avaient rien à voir avec le QI. Avec des questions du genre « Aimez-vous les situations prévisibles ?» Et il a réussi à générer artificiellement un effet identique. Il a montré qu'aimer la routine se comportait comme un test d'intelligence selon cette formule, juste pour illustrer que l'outil pouvait fabriquer des fantômes. Wishart ne nie pas l'existence du facteur G. Ce qu'il démontre, c'est qu'une méthode précise, comme ici celle de Jensen, ne mesure pas le facteur G lui-même. Sa démonstration dit qu'on ne peut pas isoler G au laboratoire avec un scalpel mathématique. On ne peut pas le rendre parfaitement indépendant de la batterie de test qui est utilisée. Mais le facteur G, lui, ne repose pas sur cette seule technique. Reconnaître qu'un outil de purification est instable, ce n'est pas fragiliser la méthode. C'est juste arrêter de lui demander une pureté qu'aucune mesure ne peut donner. D'où la vraie stratégie. Si on ne peut pas isoler G parfaitement avec des maths, il faut ouvrir le crâne et aller voir si ce facteur correspond à quelque chose de physique. Pendant longtemps, parler d'intelligence, c'était flou. On voyait ses effets, on remplissait des tableaux de chiffres, mais le facteur G restait un concept flottant. Aujourd'hui, on peut mettre quelqu'un dans un scanner et retrouver des propriétés physiques du cerveau qui sont liées à son niveau de facteur G. Attention, ça ne veut pas encore dire qu'on a trouvé un organe de l'intelligence quelque part dans le crâne. Le facteur G, ça reste toujours une mesure statistique. Ce qu'on découvre, c'est qu'il a des corrélats biologiques solides, des caractéristiques physiques du cerveau qui montent avec lui. On n'a pas localisé le facteur G, on a montré qu'il s'accroche à du réel. En ce sens, les tests de QI mesurent des corrélats biologiques, des choses qui se passent dans votre cerveau. La première chose à faire, c'est de tordre le cou à un cliché, l'idée du cerveau-muscle. Un gros cerveau égale une grande intelligence. Alors ça, c'est un peu trop simple. Il y a bien une corrélation entre le volume cérébral total et l'intelligence. Elle est réelle, elle est répliquée depuis plus d'une centaine d'années, mais elle est modérée. Elle tourne autour de 0,3 à 0,4. Ce qui est quand même conséquent, mais ça fait pas tout. Plus de matière, ça donne en moyenne un peu plus de capacité de traitement, mais ce n'est pas le volume brut qui fait la différence. Une ville géante avec des millions de routes ne garantit pas un trafic fluide. Ce qui compte, c'est l'organisation. Et c'est un peu la même chose pour le cerveau. Quand on regarde de plus près, les liens les plus forts avec G ne sont pas dans la taille globale, mais dans des caractéristiques plus fines. Par exemple, l'épaisseur du cortex et l'étendue de sa surface, surtout dans les régions frontales et pariétales. Ce sont les quartiers d'affaires du cerveau, les zones où se fait le traitement le plus exigeant. Mais si je dois continuer avec la métaphore des transports, une belle gare ultra-moderne ne sert à rien si les trains déraillent entre les stations. L'intelligence, ce n'est pas juste la qualité des centres de traitement, c'est leur capacité à communiquer. C'est ce que décrit le modèle le plus abouti dans ce domaine, la théorie de l'intégration pariéto-frontale, le PIFIT. Ce n'est pas le mot final, il y a d'autres approches qui insistent davantage sur la connectivité globale du cerveau plutôt que sur ce circuit précis, et le débat reste ouvert. Mais le PIFIT a le mérite de décrire un trajet d'information plutôt précis. Prenez une tâche complexe, par exemple comprendre un graphique obscur ou saisir une blague subtile. Votre cerveau reçoit une information. Le signal entre par l'arrière du cerveau dans les zones sensorielles qui identifient les formes ou les sons. Il file ensuite vers le lobe pariétal qui assemble les pièces du puzzle pour en faire un concept manipulable. Puis, ce concept est propulsé vers l'avant, vers le lobe frontal, le centre de commande qui traite les hypothèses et jongle avec les solutions en mémoire de travail. Et à la fin, une région appelée cortex singulaire antérieur valide la meilleure réponse et surtout inhibe les mauvaises. C'est ce qui nous empêche de lâcher la première bêtise qui passe dans notre esprit. Notre cerveau a une sorte de ligne de production de l'arrière vers l'avant, et tout ça en une fraction de seconde. Pour que ces centres dialoguent rapidement, il faut que les câbles soient parfaits. La matière grise traite l'information, mais c'est la matière blanche qui la transporte. Elle est faite de millions de longs filaments, les axones, qui sont recouverts d'une gaine de myéline, qui joue un rôle d'isolant en plastique autour d'un fil électrique. Une bonne myéline empêche le signal de se dégrader ou de fuir. On mesure la qualité de cette isolation avec un indicateur qui dit si le signal file droit ou s'il bave sur les côtés. Et son intégrité explique une part importante des différences de facteur G entre individus.
L'intelligence dépend en partie de l'état de notre isolation électrique biologique. Ce que tout ça veut dire, c'est que la vitesse à laquelle l'information voyage entre les régions est primordiale pour avoir un bon facteur G, et donc pour réussir des tests de QI. Je vais vous parler d'un paradoxe qui retourne le cerveau. Logiquement, on s'imagine que face à un problème difficile, le cerveau d'une personne très intelligente part en surchauffe, qui brûle du glucose à fond et qui illumine tous les compteurs. C'est d'ailleurs ce que pensaient les premiers chercheurs, ils s'attendaient à voir des réseaux brillants s'allumer comme des sapins de Noël sur tous les scanners. Pourtant, ils ont vu exactement l'inverse. Les cerveaux à fort facteur G recrutent moins de ressources pour atteindre le même niveau de performance, parfois même de meilleurs niveaux de performance. Ils consomment moins de glucose, ils montrent moins d'activation, à résultat égal ou supérieur. Ce n'est pas que le cerveau en fait moins par fainéantise, c'est juste qu'il vise mieux. Il mobilise ce qu'il faut et rien de plus. On appelle ça l'hypothèse de l'efficacité neuronale. Pensez à un pianiste. Si vous regardez un débutant attaquer un morceau difficile, il transpire, il est crispé, ses épaules sont tendues, il active des dizaines de muscles inutiles et il gaspille une grosse énergie. Le maître, quant à lui, est affaissé sur son tabouret, il est détendu, ses gestes sont minutieux et ciblés. C'est le résultat d'un virtuose. Il ne force pas plus que ce qu'il faut parce qu'il a purgé son réseau de tout le bruit parasite. Un cerveau efficace face à un problème logique envoie le signal par le chemin le plus court sans allumer 100 neurones à côté qui ne servent à rien. Un cerveau moins efficace s'éparpille, il recrute des zones inutiles et il s'épuise. Ça explique d'ailleurs pourquoi on est fatigué après une journée de réflexion. Ce n'est pas forcément parce que notre processeur est faible, c'est peut-être tout simplement qu'il n'est pas ciblé sur les tâches qu'il doit accomplir. Cette économie d'énergie ne marche pas tout le temps. Sur des tâches simples ou répétitives, la différence d'efficacité est presque invisible. C'est face à la nouveauté, face aux problèmes saturés en G, que l'architecture optimisée prend tout son sens. Là où un cerveau bien moins élagué commence à se noyer dans son propre bruit. Un cerveau avec un bon réseau PIFIT, donc un cerveau avec un haut facteur G, sait recruter là où il faut. Il ne s'épuise pas inutilement. Ça ne lui donne pas d'avantage sur des tâches simples et répétitives, mais c'est crucial pour des tâches complexes. Mais il reste un gros point de friction. Ne pourrait-on pas avoir des réseaux totalement indépendants, un pour la musique, un pour les maths par exemple, qui fonctionneraient chacun dans leur coin? C'est une objection qui revient souvent, mais ce qu'on appelle la connectomique y répond assez facilement. La connectomique, c'est la cartographie complète des connexions du cerveau. Ce qu'elle relève, c'est qu'on a effectivement des réseaux spécialisés. On a un réseau visuel, un réseau auditif, un réseau moteur par exemple. Mais ils ne travaillent jamais dans le vide. Dès que la difficulté monte, peu importe le type de tâche, un même réseau en arrière-plan est systématiquement recruté en plus. C'est ce qu'on appelle le réseau à demande multiple. Et ce réseau est situé dans les zones frontales et pariétales, ce que montre le modèle PIFIT. Ce réseau abrite des sortes de hubs internes. Ils sont dédiés à aucune tâche en particulier, mais leur rôle c'est d'être hyper connectés au reste du cerveau et de synchroniser les réseaux spécialisés selon le besoin du moment. Comme un chef d'orchestre avec ses musiciens. Sans eux, votre réseau visuel et votre réseau moteur seraient incapables de collaborer pour conduire sur une route verglacée que vous ne connaissez pas. Le facteur G, ce n'est pas une compétence de plus à ranger dans un tiroir, c'est la fluidité avec laquelle ces hubs dirigent le trafic global de votre cerveau. Un orchestre qui tente de jouer une symphonie sans chef, ça devient de la cacophonie. Et votre cerveau, c'est la même chose. Il a besoin d'un facteur général d'intelligence pour que tout fonctionne correctement. Mais contrairement au chef d'orchestre, votre facteur G est là même quand vous ne faites rien. Mettez quelqu'un dans un scanner, demandez-lui de ne penser à rien, et la force de connectivité de ces grands réseaux au repos permet déjà de prédire en grande partie son facteur G. Ce scanner nous donne les plans de son cerveau. De la même manière qu'une photographie satellite d'une ville permet de comprendre si elle est bien adaptée pour son trafic routier, le scanner du cerveau permet de comprendre si les routes sont bien agencées pour traiter l'information. Pourtant, on ne peut pas prendre l'IRM de quelqu'un et désigner le cerveau type d'un esprit performant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cerveau type. Deux personnes peuvent avoir exactement le même score de facteur G, un score élevé, et quand on regarde les scanners, le trafic ne passe pas du tout par les mêmes routes. L'un des cerveaux compense une connectivité frontale moyenne par une organisation très optimisée ailleurs, et l'autre fait l'inverse. Il y a plusieurs chemins physiques pour arriver à la même abstraction. Et ça, c'est loin d'affaiblir le facteur G. Ça montre ce qu'il est vraiment. C'est une propriété qui émerge d'un système, mais ce n'est pas un organe localisé. Le G, c'est la qualité de coordination de l'ensemble, et un système peut atteindre une bonne coordination par plusieurs architectures différentes. On a montré que G correspond à des propriétés physiques du cerveau. Mais ces propriétés, d'où viennent-elles ? Est-ce qu'elles sont le produit de notre éducation, de nos lectures, du milieu dans lequel on a grandi, ou est-ce qu'il y a une architecture en dessous qui nous précède? En gros, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est environnemental? Les études de jumeaux nous permettent de trancher.
Le principe est simple. Deux jumeaux identiques partagent tout leur ADN. Deux faux jumeaux partagent la moitié comme des frères ordinaires. En comparant à quel point chaque type de paire se ressemble sur l'intelligence, on peut séparer la part qui revient aux gènes, la part qui revient à l'environnement partagé du foyer et la part qui revient aux expériences propres à chacun. C'est ce qu'on appelle le modèle ACE. A pour l'héritabilité, C pour l'environnement partagé par les membres du même foyer et E pour l'environnement non partagé, qui est l'environnement qui est choisi par l'individu. Je simplifie le E du modèle ACE parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'en parle plus dans celle-ci, celle sur la reproduction sociale. D'ailleurs, je suis en train de monter un épisode 2 pour bientôt. Les résultats sont stables. L'héritabilité du facteur G chez l'adulte tourne autour de 70 à 90%. Ça veut dire que dans une population donnée, sur une génération donnée, on explique les différences de facteur G entre deux individus à 90% par la génétique. Admettons qu'on évalue le facteur G sur un score dont la moyenne est de 100. Si un individu A a un score de 110 et un individu B a un score de 90, alors la génétique explique 18 points de cet écart. Bien sûr, c'est une moyenne, mais vous avez compris l'idée avec cet exemple. Et non, je ne me trompe pas sur les chiffres. Souvent, on entend dire que l'héritabilité du QI est de 80%, ce qui est vrai, mais là, on parle du facteur G, c'est pas tout à fait la même notion. En pratique, ce que ça donne, c'est que deux jumeaux identiques qui ont été séparés à la naissance se retrouvent à l'âge adulte avec une corrélation d'intelligence générale autour de 0,8. Ils ne se sont jamais vus, ils ont grandi ailleurs et ils finissent presque aussi semblables que la même personne testée deux fois. Le taux de validité des meilleurs tests de QI dépasse les 90% et se situe toujours autour de 95%. Donc ce qui veut dire que la corrélation entre deux tests de QI passés par une même personne tourne autour du même chiffre, 95. Avec une corrélation de 0,8 pour deux jumeaux monozygotes, on est quasiment vers le même chiffre. Mais le résultat le plus parlant pour notre sujet, c'est ce qui arrive lorsqu'on regarde plusieurs capacités à la fois. On peut mesurer la corrélation génétique entre deux aptitudes, c'est-à-dire à quel point ce sont les mêmes gènes qui les influencent. Une corrélation de 0, ça voudrait dire que ce sont des gènes totalement séparés qui agissent. Une corrélation de 1 voudrait dire qu'une architecture identique apparaît. Et entre des aptitudes très différentes, donc les sous-tests, comme lecture, mathématiques, langage et le facteur G, ces corrélations sont élevées, typiquement entre 0,7 et 0,9 selon les batteries et les méthodes. Les variants génétiques qui influencent la capacité d'un enfant à maîtriser la syntaxe d'une langue sont en grande partie les mêmes que ceux qui influencent sa capacité à résoudre une équation. Ce phénomène a un nom, c'est la pléiotropie. Un même gène agit sur plusieurs traits à la fois. Et l'écrasante majorité des gènes liés à la cognition ont ce genre d'effet. Pourtant, la neuroscience nous dit que le cerveau est modulaire, qu'il y a une zone pour le langage, des réseaux pour le calcul. Donc comment des gènes pourraient-ils être généralistes alors que le cerveau adulte est spécialisé? La réponse, c'est qu'il faut séparer le produit fini du processus de construction. Les gènes agissent en amont, pendant le développement. Aucun gène ne code pour la division mathématique, ça n'aurait aucun sens. Les gènes, ce sont des milliers de petits variants qui orchestrent des paramètres globaux. La qualité de la myéline, la densité des synapses, l'efficacité énergétique des neurones. Ils donnent le tempo général d'efficacité. Et ensuite, le réseau se spécialise. Comme un chef d'orchestre qui impose le rythme, après quoi les violons jouent le langage et les cuivres jouent les maths. Mais tous suivent le même tempo. Pour comprendre ça, on extrait d'abord le gros bloc de variations génétiques communes à toutes les tâches. Et ça, c'est le facteur G. Et une fois qu'on a retiré ce bloc, qu'est-ce qui reste ? Si on prend la mémoire à court terme et qu'on enlève toute l'influence de l'intelligence générale, il reste des influences génétiques spécifiques. Mais elles sont faibles et surtout elles ne sont presque plus partagées d'une tâche à l'autre. La mémoire et l'orientation spatiale n'ont quasiment plus rien en commun génétiquement une fois qu'on a retiré le facteur G. Si l'intelligence était vraiment une collection de modules indépendants, on verrait de gros blocs génétiques isolés sans facteur commun. Or, on voit le contraire. Il y a un signal général qui domine et des résidus squelettiques. Mais la part génétique de la variance du facteur G n'est pas la même au cours de la vie d'un individu. L'héritabilité augmente avec l'âge. Chez un enfant, elle tourne autour de 20 à 40%. Chez l'adulte, elle monte à 60% et très aisément, elle peut dépasser les 80%. En même temps, l'influence de l'environnement partagé s'effondre pour atteindre 0. On accumule des expériences en vieillissant, on pourrait s'imaginer que le vécu finit par peser plus lourd que les gènes, pas moins. Pourtant, c'est une règle qu'on retrouve partout en génétique comportementale, quel que soit le trait qu'on essaye d'étudier. Comment la génétique peut-elle dicter plus de choses à 50 ans qu'à 5 ans? Quand on est enfant, l'environnement est subi. Ce sont les parents qui choisissent l'école, les repas, les activités, et c'est pour ça qu'ils pèsent lourd dans les statistiques à cet âge. Mais en grandissant, on gagne en autonomie, et on se met à choisir. Et comment on choisit? En fonction de nos prédispositions.
Et comment on a des prédispositions? Grâce à notre génétique. Quelqu'un d'intelligent va se diriger vers des études complexes. Il va s'entourer de gens qui aiment débattre, tout en se construisant une bulle qui amplifie ses tendances de départ. On appelle ça la construction de niche. L'environnement de l'adulte n'est plus quelque chose qui lui arrive, c'est en grande partie une extension de son propre génome. C'est pour ça que l'héritabilité ne cesse de grimper. Ce qu'on mesure à 50 ans, ce n'est pas seulement l'effet direct des gènes sur le cerveau, c'est l'effet cumulé de décennies passées dans des milieux qu'on a soi-même choisis parce que nos prédispositions nous y poussaient. L'effet de la famille de départ se dilue dans cette auto-sélection. C'est un paradoxe qui nous force à revoir notre intuition sur le développement, et il nous dit quelque chose de fort sur la stabilité de G. Loin de s'effacer sous le poids de la vie, l'architecture génétique se renforce parce qu'elle oriente activement la vie qu'on mène. D'ailleurs, on retrouve la même logique dans le choix des conjoints. Les couples qui se ressemblent sur l'intelligence ont une corrélation qui tourne autour de 0,35 à 0,40 selon les études. Pour donner une échelle, la corrélation entre conjoints pour la taille est autour de 0,20. Et pour des traits de personnalité comme l'extraversion, elle tourne autour de 0,10. On filtre nos partenaires sur la similarité intellectuelle plus fortement que sur la taille. Ces couples ne deviennent pas semblables à force de vivre ensemble. Ils le sont déjà au début de la relation. Si G était une corrélation statistique sans fondement, un simple artefact finalement, il serait difficile d'expliquer pourquoi les gens le détectent aussi facilement. Le tout sans même en avoir confiance, au moment de choisir avec qui faire leur vie. Toute cette première vague de preuves repose sur la comparaison entre apparentés, et les méthodes de jumeaux ont elles aussi leurs critiques. Si toute la démonstration tenait à ces postulats, elle resterait fragile. Mais elle ne tient pas qu'à ces postulats. La révolution moléculaire a permis de tout rejouer sans même regarder les liens de parenté, en lisant directement l'ADN. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend des milliers de personnes qui ne se connaissent pas, qui sont parfaitement étrangères les unes des autres, on séquence leur ADN et on mesure sur des milliers de positions à quel point deux personnes prises au hasard partagent un peu de matériel génétique par pure coïncidence. Une fois qu'on a fait ça, on regarde si ces ressemblances génétiques s'accompagnent de ressemblances sur les scores génétiques. C'est très exigeant sur le plan statistique parce qu'on essaie de trouver de très petites variations, mais comme on a d'énormes échantillons, ça fonctionne quand même. Des études ont calculé la corrélation génétique entre l'intelligence générale et le langage uniquement à partir des similarités d'ADN entre inconnus. Et elles ont trouvé un chiffre qui tourne autour de 0,80, très proche de ce que les études de jumeaux estimaient depuis des décennies. Retrouver des valeurs aussi proches avec deux méthodes qui n'ont conceptuellement rien à voir, l'une fondée sur les familles et l'autre sur des inconnus séquencés, c'est une convergence très forte. Ça suggère que cette architecture ne sortait pas d'un biais d'études de jumeaux, qu'elle existe bel et bien dans l'ADN. Quand on additionnait l'effet de toutes les variations génétiques, on plafonnait autour de 20 à 30%, loin des 70 à 90% qu'on trouve sur les études de jumeaux sur le facteur G. Où est passé le reste du signal? Une bonne partie de l'écart s'est résorbée en comprenant que les premières analyses ne captaient pas les variations de fréquence dans la population. En allant traquer les mutations les plus rares, on a récupéré une grosse partie du signal manquant. Le fossé ne s'est pas encore renfermé complètement, surtout pour du G pur. Le fossé ne s'est pas complètement refermé, surtout pour du G pur, mais il s'est réduit au point qu'on comprend le mécanisme général. L'intelligence n'est pas portée par quelques gènes, c'est le résultat de dizaines de milliers de variations minuscules, communes et rares qui s'additionnent. On dit que l'intelligence est polygénique. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais le gène de l'intelligence. On a identifié des gènes impliqués, comme le BDNF qui joue dans la plasticité des neurones, le HMGA2 lié au volume cérébral, le NPTN lié à la densité des synapses. Mais pris individuellement, chacun explique moins de 1% des différences entre personnes. Mathématiquement, c'est presque du bruit de fond. Sauf que ce n'est pas un gène qui fait l'intelligence, c'est une cascade de gènes. Et quand on les additionne, ils construisent une infrastructure de meilleure qualité. Et le meilleur exemple physique de cette infrastructure, c'est l'isolation de la matière blanche dont on parlait tout à l'heure. Désormais, on parle de score polygénique. On agrège des millions de minuscules variations réparties sur tout le génome, on les pondère selon leur effet statistique et on obtient un score global. Et en jouant avec ces scores, on peut répondre à la question « Est-ce que G est fragmenté ou unitaire dans l'ADN ?» Pour y répondre, on a construit un score génétique à partir d'études portant sur plus d'1 million de personnes. Mais pas pour l'intelligence, pour le niveau d'éducation, c'est-à-dire le nombre d'années passées à l'école. Et quand on applique ce score du niveau d'éducation à de nouvelles populations, il prédit non seulement l'intelligence générale, mais aussi l'efficacité en lecture et des capacités de mémorisation. Des choses qui n'avaient pas été conçues pour le viser. Un score fait pour la durée des études arrive à prédire la vitesse de lecture. Il déborde donc de sa cible. On verra plus loin qu'il déborde mieux vers certaines attitudes que vers d'autres. Mais le fait qu'il déborde tout seul, c'est déjà un signal fort. Imaginez un processeur de smartphone. Si vous mettez une puce centrale de dernière génération, tout s'améliore en même temps.
L'appareil photo traite mieux les images, le navigateur charge plus vite et les jeux sont plus fluides. On n'a pas besoin de mettre à jour chaque application séparément, parce que le moteur qui fait tourner tout le système a été amélioré. C'est exactement ce que fait la pléiotropie au niveau de l'ADN. Quand on mesure la corrélation génétique pure entre l'éducation et l'intelligence générale, on trouve 0,95, quasiment la même architecture génétique pour les deux. Le positive manifold, c'est cette tendance des aptitudes à monter ensemble. Ce n'est pas un mirage des tests, c'est simplement que c'est inscrit dans notre génome. Le cerveau ne séquence pas selon le type d'activité qu'on doit faire. Du moment que c'est complexe, il doit tout mobiliser. C'est pour ça qu'il a besoin d'une architecture qui connecte tout, c'est le facteur G. On utilise des modélisations pour isoler le signal de l'intelligence générale au milieu de tout ça. On prend les résultats de nombreuses études génétiques, par exemple sur des intelligences spécifiques comme la mémoire de travail, et l'algorithme cherche l'intersection exacte de tous ces ensembles de gènes, le point commun à toutes ces tâches. Et quand le chevauchement est total sur toutes les tâches, le modèle identifie un facteur génétique général. Des analyses sur près de 270 000 individus ont isolé un signal partagé et ont trouvé environ 190 régions du génome associées à l'intelligence générale. Il y a une corrélation génétique record qui est supérieure à 0,98 entre les différentes batteries de tests. C'est, au niveau de l'ADN, exactement la même pyramide hiérarchique qu'on avait trouvée au niveau des tests. Il y a un facteur général au sommet et des spécificités résiduelles en dessous. Alors, il y a quand même une nuance. Quand on soumet des adultes non pas à un test rapide mais à des batteries d'évaluation très complètes qui servent à extraire le facteur G sur des tests, le score polygénique de l'intelligence prédit fortement les capacités verbales et numériques, mais il échoue presque sur la mémoire de travail et les matrices non verbales, où la prédiction tombe sous les 1%. Si ce score mesure vraiment une intelligence générale, pourquoi est-il aveugle à la mémoire visuelle? La réponse tient à la façon dont on récolte les données au départ. Pour scanner des centaines de milliers de personnes, on ne peut pas leur faire passer des tests de 5 heures. On utilise des tests courts et ces tests sont penchés vers le verbal et les calculs simples parce que c'est plus facile à administrer. Le score hérite donc de ses biais d'origine et le résultat qui en découle ne peut pas faire apparaître la mémoire visuelle. Ce sont pas vraiment des limites du facteur G, ce sont juste des limites de nos instruments. On sait qu'on a le signal, mais il est juste limité par nos moyens. Mais il reste quand même l'objection de l'environnement. Admettons que ce signal génétique existe et qu'il prédise l'intelligence. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne reflète pas simplement l'environnement? Des parents au profil génétique favorable créent un foyer stimulant et le score de l'enfant pourrait n'être qu'un indicateur indirect de la richesse culturelle de la maison plutôt qu'une biologie transmise. C'est une objection qui est élégante, mais le fait de regarder des individus qui ne sont pas apparentés, ça permet d'y répondre. Imaginez deux graines issues de la même plante, qui sont plantées dans un même pot, avec la même lumière et la même eau. Deux frères ont les mêmes parents, la même maison, les mêmes repas et souvent les mêmes écoles. Donc un peu comme les deux plantes. Le cadre partagé est le même, quasiment à 100%. La seule grande différence entre eux, c'est le brassage génétique aléatoire qui a eu lieu lors de la conception. La loterie a fait qu'un frère a hérité d'une combinaison de variants un peu différente de celle de l'autre. On s'intéresse au score polygénique entre deux frères et on regarde si l'écart entre eux prédit l'écart de leur facteur G. Et c'est le cas. Le frère qui a reçu le meilleur tirage à la loterie génétique a en moyenne une intelligence générale supérieure à celle de son frère, alors que l'environnement familial était strictement identique pour les deux. Le foyer n'a pas effacé l'avantage de l'ADN. Le signal survit au contrôle environnemental le plus strict qu'on puisse imaginer. Attention, quand on passe d'une analyse sur des inconnus à une analyse entre frères, la force de prédiction diminue un peu. Mais cette baisse est attendue, parce qu'on retire de l'équation l'avantage supplémentaire qu'apportait l'environnement créé par les parents, ce qu'on appelle la corrélation gène-environnement passive. Les bons gènes du parent créent aussi le bon environnement. Ce qui compte, c'est qu'une fois cet effet retiré, la prédiction reste significative. Il reste une architecture génétique additive, transmissible, distincte des influences du milieu partagé. L'idée que le facteur G ne serait que le reflet du statut social s'effondre face à ces données. Donc on a un signal robuste qui résiste à l'environnement, mais ça reste des statistiques. Comment on franchit le fossé entre une formule sur un écran et la matière dans le crâne? La dernière pièce du puzzle, c'est de regarder ce que font les variants génétiques quand on plonge dans la cellule. Quand on cartographie les régions du génome liées à l'intelligence, elles ne sont pas réparties au hasard, elles se concentrent dans des zones que l'évolution a conservées au fil de millions d'années. Ce sont des zones où les mutations sont rares parce qu'elles touchent à des fonctions importantes. Si une région du génome a peu changé sur des millions d'années, c'est souvent qu'elle remplit un rôle qu'on ne peut pas se permettre de casser. Retrouver les variants de l'intelligence plutôt concentrés là, ça suggère qu'ils touchent à des fonctions du développement nerveux, pas à des détails de surface.
Plus précis encore, ces variants sont surreprésentés dans des régions qui contrôlent l'allumage et l'extinction des gènes. Je vous explique ça simplement. L'ADN n'est pas en train de flotter librement dans le noyau. Il est enroulé, très serré, autour de protéines qu'on appelle les histones. C'est un peu comme des fils autour d'une bobine. Si le fil est enroulé trop serré, la cellule ne peut pas lire le code caché à l'intérieur. Il est physiquement bloqué. Le mécanisme chimique qui vient détendre cet enroulement pour que le fil se relâche et que le gène puisse s'exprimer, c'est une sorte d'interrupteur moléculaire. Et ce contrôle dynamique de l'expression des gènes est au cœur de la plasticité synaptique. Ça, c'est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions et à renforcer ses circuits quand il apprend. Les variants de l'intelligence trouvent leurs racines dans des séquences qui pilotent ces interrupteurs. On ne parle plus du tout de score sur une feuille, là on parle de la capacité physique des synapses à se reconfigurer chimiquement en temps réel. Et là, tout finit par se regrouper. On retrouve les mêmes gènes derrière un autre marqueur, la régulation du temps de réaction. Il ne s'agit pas de la vitesse brute à attraper un objet, mais de la constance avec laquelle le système nerveux traite l'information essai après essai. Un cerveau performant produit peu de fluctuations, il y a peu de bruit neuronal, il traite le signal avec fiabilité. Les gènes qui maintiennent cette constance sont les mêmes que ceux impliqués dans le développement neuronal et la fonction des synapses. Tout converge vers une seule idée. Ce que le facteur G capture, ce n'est pas une compétence apprise dans une culture, c'est l'intégrité globale du système nerveux, la qualité de la machine, la vitesse et la propreté avec laquelle les informations circulent dans le réseau. Et quand tout est performant dans votre cerveau et qu'on vous fait passer un test de QI, vous avez de très bons scores. Et si on revenait à la question de départ, le facteur G, c'est un artefact ou une réalité ? Ça fait plus de 100 ans qu'on observe le positive manifold. C'est sûrement le résultat le plus stable de toute la psychologie. Quand on est bon à un test, on a tendance à être bon dans les autres. Mais des méthodes comme la Varimax peuvent faire passer G au second plan. Ce n'est pas que G disparaît, c'est juste un angle de lecture qui ne le montre pas, alors qu'une rotation qui suit les données parfaitement le fait apparaître. Et il le fait apparaître dans un modèle hiérarchique. Ce modèle s'impose parce qu'il correspond mieux au réel. On a vu ce que le facteur G mesure. Ce n'est pas la difficulté, mais la complexité, la capacité à manipuler l'abstraction. Malheureusement, on ne peut pas le purifier parfaitement, parce que les outils qui prétendent le faire deviennent instables. Cette notion dépasse la psychométrie. Certes, elle l'a fait naître, mais la neuroimagerie trouve un réseau intégré avec une meilleure efficacité et un câblage qui permettent de corréler avec G. La génétique des jumeaux trouve une héritabilité forte et des aptitudes qui partagent largement les mêmes gènes. La biologie moléculaire trouve des variants concentrés dans les régions qui pilotent la plasticité des synapses. C'est toute cette convergence de données qui est l'argument le plus solide en faveur du facteur G. Et c'est pour ça que les tests de QI mesurent quelque chose de réel. Parce que c'est ça le but de la vidéo. Souvent, on entend dire que le QI, ça mesure pas tout, que ça mesure une certaine intelligence et pas d'autre, que ce n'est pas adapté à tout le monde. Mais les gens qui disent ça, est-ce qu'ils s'y connaissent? Est-ce qu'ils se sont renseignés? Moi je pense pas. Aujourd'hui, plus de 95% des psychométriciens soutiennent le facteur G. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des 5% restants, mais à mon avis, ils sont dans un gros déni. Il y a des milliers d'études, peut-être même des millions de données, qui convergent dans le même sens et qui impliquent son existence. Et peut-être que dans 20, 30 ans, on aura complètement dressé l'architecture neuronale et génétique du facteur G. Alors oui, c'est un peu difficile parce que ce n'est pas un organe qu'on pourrait montrer du doigt, c'est une propriété qui émerge d'un ensemble, mais elle est bien réelle.